Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, sachez que je suis de plus en plus actif sur Insta, le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre, c'est vraiment par ce réseau social que je peux communiquer avec vous. Je vous retiens pas plus longtemps, on se lance dans la vidéo. Show me. On est en 2008, j'ai 14 ans et je viens de me prendre ma plus grande claque de cinéma. Parce que le ciné de la ville à côté de mon village vient de nous passer 2001, l'Odyssée de l'espace. Et depuis quelques jours, je pense plus qu'à ce film-là. Et alors je cherche d'autres films aussi puissants, d'autres films aussi colossaux, des films aussi ambitieux qui pourraient me replonger dans cet univers-là, qui pourraient me replonger dans ces espèces de thématiques philosophiques hors normes. Et c'est alors que je découvre un titre que je vais découvrir tout seul chez moi un soir sur l'ordinateur familial, et un titre qui va lui aussi me mettre un joli petit uppercut. Mais avant, petit flashback, on est en avril 2021, et Brad Pitt, il consulte ses petits mails, et qu'est-ce qu'il voit? Une invitation de la Warner. La Warner qui lui propose la projection d'un film un petit peu spécial, d'un jeune réalisateur qui aimerait beaucoup travailler avec lui sur son prochain projet. Brad Pitt va accepter, et il va découvrir en projection spéciale Requiem for a Dream. Un film qui va lui plaire assez pour organiser une rencontre avec son réalisateur, Darren Aronofsky. Et c'est alors que le cinéaste va lui pitcher son prochain film, qui serait un conte philosophique, une espèce d'odyssée sur le combat millénaire d'un homme pour sauver la femme qu'il aime, mais aussi une sorte de grand voyage initiatique dans l'acceptation de la mort à travers 3 époques et 3 récits entremêlés. 3 récits entremêlés et liés ensemble par Brad Pitt, qui navigue à travers le temps tout en s'élevant un peu spirituellement à chaque temporalité. Bon, alors c'est prometteur, c'est ambitieux, c'est un peu confus, mais c'est suffisant pour que Brad Pitt s'engage à tenir le rôle principal. Et ça, vous en doutez, ça suffit à vraiment donner un gros coup de boost au projet. 3 mois plus tard, Cate Blanchett rejoint le navire, et les repérages se mettent en place, principalement au Mexique et au Guatemala. De longs repérages, vraiment beaucoup de repérages, d'autant plus que vous allez voir, le cinéaste a besoin de réécrire son film en permanence, et on nous prévoit un tournage pour l'été 2002, pour ce film qui s'appelle The Fountain. Bon alors finalement ce sera octobre 2002 parce que Aronofsky veut une prépa plus longue et en fait il multiplie les repérages et les réécritures, et un peu comme si avant même le début du tournage, il était déjà un petit peu dépassé par l'ambition et l'ampleur pharaonique vraiment de son film, par l'ampleur et la multitude de thèmes qu'il brasse, et vous allez voir, ça c'est très important, même dans la réception critique du film en fait. Pour le budget de The Fountain, donc tenu par quand même 2 grands acteurs, on prévoit 70 millions de dollars, et les amis, rien qu'avec la prépa, c'est-à-dire que rien n'a été tourné, juste avec les multiples réécritures, les multiples repérages et la construction de gros décors, The Fountain coûte déjà 20 millions de dollars à la Warner, avant même que la moindre image existe. Imaginez un peu, ça sent un peu le bourbier quand même. Et 2 mois avant le début prévu du tournage, Brad Pitt quitte le projet, parce qu'il est trop déçu des multiples réécritures et il comprend pas où va le film. Du coup, Cate Blanchett, elle se casse aussi, et vraiment, sans ces 2 piliers-là, ça sert à rien, c'est impossible de faire le film, en tout cas de faire le film tel qu'on l'imagine. La Warner se dit qu'en fait, il faut complètement arrêter le massacre. En septembre 2002, donc après que les 2 acteurs se soient cassés, après qu'il y ait déjà 20 millions de dépensés, la Warner se dit, on arrête The Fountain. Tant pis, on perd 20 millions de dollars, et on dit à Aronofsky, écoute, désolé, mais là c'est pas possible, ça se négocie trop mal, on annule tout. Et ça, ça fait mal, mais vous allez voir, il va se passer quelque chose qui va tout changer, et qui va remodeler profondément le film. Enfin, c'est vraiment quelque chose sans lequel The Fountain n'existerait probablement pas, en tout cas vraiment pas sous cette forme. Death is a disease. It's like any other. And there's a cure. A cure. And I will find it. En fait, artistiquement, ça change tout. Et ça se ressent tellement le cœur du film, c'est-à-dire que Darren Aronofsky, il essaye, pour calmer sa peine, de se lancer sur d'autres projets, d'écrire d'autres trucs. Il n'y arrive pas, en fait, il a vraiment que The Fountain en tête. Et il se dit, en fait, Nick, moi je vais le faire quoi qu'il arrive.
quitte à dégager des scènes, quitte à réduire mon ambition de moitié, et pour prouver ma bonne foi, je vais même écrire une version du film sans budget. Cette version du film qui est complètement brisée d'énormément de scènes et qui est 2 fois moins ambitieuse que la version originale, il va quand même l'envoyer à la Warner parce qu'il préfère que son film existe. Et ça marche. Et la Warner, en 2004, du coup 2 ans plus tard, accepte de lui donner 30 millions de dollars pour faire son film. Faut se dire que 30 millions de dollars, bon ça paraît peut-être pas mal, c'est à peu près le budget prépa du projet tel qu'il était pensé, sans le tournage et sans la post-prod. Je veux dire, Aronofsky va littéralement sacrifier son film en fait pour qu'il existe, quitte à avoir 30 millions au lieu des 70, et même à la base on était plutôt plus proche des 100 millions en vrai, des 100 millions prévus. Mais le cinéaste veut que son film existe, du coup il est prêt à toutes les concessions, sauf que, en fait il a menti. Il a 30 millions, certes, c'est pas grand chose, mais il veut quand même réaliser le film le plus ambitieux possible, et il veut quand même raconter son histoire entière. En fait, il va filmer le projet tel qu'il a toujours rêvé, il va réintégrer des scènes qui rentrent pas dans le budget, mais tant pis s'il a pas les moyens de ses ambitions, il préfère tout filmer en fait. Quitte à ce qu'une scène ne soit pas aussi spectaculaire qu'il l'avait en tête, quitte à ce qu'elle ne soit pas si folle qu'il l'imaginait, quitte à ce que les effets spéciaux soient pas si réussi le temps de quelques séquences, il s'en fout en fait, il veut que cette scène qu'il avait déjà perdue en 2002, il l'intègre quand même et qu'elle existe quand même. Bon, là je me suis un petit peu attardé parce que c'est très important sur l'origine de The Fountain, qui sera l'un des plus grands flops au box-office des années 2000, vraiment. Avec 15 millions de dollars ramenés au box-office mondial, c'est très dur, c'est rien du tout. Mais nous on n'est pas des banquiers, du coup on va se demander en tant que film à part entière, The Fountain, mais qu'est-ce que ça vaut ? Déjà, première chose à savoir, évidemment avec 30 millions de dollars, tu fais pas un film avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Donc, il dégage, et on va prendre Hugh Jackman et Rachel Weisz, et croyez-moi, je trouve qu'on ne perd vraiment pas au change. Et c'est impossible pour moi de raconter vraiment The Fountain, tout juste, je pourrais vous dire qu'on est sur 3 histoires liées par l'immortalité et la crainte de la finalité et de la mort, entre ce conquistador espagnol à la recherche de l'arbre de vie, entre cet homme brisé par le cancer incurable de sa femme et pour qui la mort n'est qu'une maladie à laquelle il doit forcément exister un remède, entre cet homme futuriste, isolé, ne pouvant parler qu'à travers la méditation et qui est submergé de visions de ses vies extérieures, de ses vies antérieures. Ouais, c'est difficile à raconter, The Fountain. Et The Fountain est un film, je le dis parce que c'est important que vous en ayez conscience et c'est important que vous sachiez que j'en ai aussi conscience, The Fountain est un film imparfait. Un film qui est parfois trop opaque pour son propre bien, un film qui est parfois même assez vulgaire dans son mysticisme, dans ses quelques effets spéciaux qui fonctionnent juste pas en fait. Tant on sent que certaines scènes ont été écrites pour un film qui est censé être 2 fois plus cher, j'en ai conscience de ça. Mais en fait, ces scènes, je trouve qu'elles existent quand même, et elles ont du cœur, et elles sont filmées avec une sincérité folle par un cinéaste qui les aime, et qui pouvait juste pas se résoudre à les jeter quoi. Une fois qu'on a dit ça et qu'on accepte avec une espèce de bienveillance quelques errances d'un film qui, prend parfois l'allure du fantasme cinéphilique d'un étudiant de fac ciné à Lyon 2 un peu fauché, une fois qu'on accepte tous ces petits défauts avec bienveillance, The Fountain peut et va vous marquer vraiment très fort. What are you doing here? Take a walk with me. I have too much work. It's the first snow. Yeah, I know, but they're waiting on me. Come on, Tommy. Please, Izzy. I'm sorry. I am. Sorte de poème bercé par la musique absolument superbe de Clint Mansell, qui livre peut-être d'ailleurs sa meilleure prestation, rythmé aussi par un casting dirigé à la perfection, où Hugh Jackman trouve un rôle qui est quand même vraiment compliqué, parce que c'est un rôle où il est dans la frustration permanente, il est dans la douleur, il est dans la détresse. Franchement, sur le papier, le rôle de Hugh Jackman, c'est un vrai rôle à surjeu, et il le campe avec une retenue et une douceur, mais qui fait du bien, quoi. D'autant plus qu'elle est quand même parfaitement mise en valeur par les gros plans de Darren Aronofsky. Et à côté, il y a Rachel Weisz, qui est une actrice dont je suis juste totalement amoureux, dont la composition sur le papier est plus présentielle, j'ai envie de dire, mais dont cette présence, elle aussi complètement magnifiée par la photographie, je vais y revenir, apporte quand même un charme non négligeable au film. Non, sur ces points, vraiment, The Fountain frappe fort, comme sur, cette photographie absolument sublime, faut le dire, parce qu'elle est quand même toujours juste, notamment lorsqu'il faut filmer les visages. Je trouve que la manière de filmer les visages dans The Fountain est sublime. Alors, il y
y a quelques choix esthétiques du cinéaste qui sont ok, complètement forcés, et parce que beaucoup trop ambitieux pour le budget. On sait que le cinéaste le voit, en a conscience et l'assume. Et moi, j'accepte du coup. Franchement, sur des critères purement techniques et aussi musical, parce que vraiment la musique de Clint Mansell, folie. The Fountain, c'est un film que je regretterais toujours de pas avoir découvert sur grand écran. Mais je sais aussi que The Fountain, ce qu'on lui reproche, viendrait plutôt de la narration du film. Et franchement, alors, autant j'ai conscience de ce qu'on lui reproche, autant encore une fois, je suis pas forcément d'accord. I'm writing about it. I thought it took place in Spain. Begins there. Ends there. En fait, je trouve l'histoire de The Fountain assez limpide, et je comprends ce que veulent dire certains qui considèrent que le film se donne des airs compliqués pour raconter des choses finalement assez simples. Je comprends ce point de vue-là. Sauf que personnellement, moi je le vois pas comme ça. Moi je vois juste un cinéaste qui veut donner une vision un peu brouillonne, un peu maladroite, un peu désorganisée, et donc profondément imparfaite et sincère et touchante de l'acceptation du deuil, qui est un sujet qui le dépasse et qui nous dépasse tous. C'est le sujet même du film, le fait d'être dépassé par quelque chose de plus grand que nous, le deuil en soi. Et pour traiter de ce sujet qui le dépasse et qui nous dépasse, il joue sur le sensoriel et il fait un film très stylisé, il fait des séquences oniriques non narratives, et moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que du coup pour moi c'est difficile de pas être ému quand apparaît le visage de Rachel Weisz devant ce Hugh Jackman futuriste et encore traumatisé, et c'est même difficile de pas être ému devant la petite naïveté vraiment touchante en fait d'Aronofsky qui va baigner son récit d'un humanisme profondément, lumineux en fait. Moi vraiment, The Fountain, je le prends comme une expérience sensorielle, et vraiment c'est comme ça qu'il faut le prendre en vrai. Tous les plans et tous les cadres tendent vers ce sensoriel-là. Moi, cette naïveté, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais elle me donne envie d'être bienveillant envers ce film. Parce qu'un film qui aime tant son sujet et tant ses personnages, même s'il est parfois maladroit, ça fait du bien quoi. Et pour moi, rien n'est incohérent dans The Fountain. Alors c'est vrai que si Aronofsky avait voulu rendre son film plus limpide et plus clair, et même plus digeste, il aurait pu le faire. Je suis sûr qu'il aurait pu le faire. Franchement, c'est complètement dans ses cordes. Mais en fait, il a décidé de ne pas le faire, préférant nous laisser nous interroger sur la portée symbolique de tel ou tel cadre, préférant aussi parfois selon l'apparence d'un gamin qui veut absolument tout filmer parce qu'il a peur de perdre son film, préférant rendre cette séquence qui aurait été très très explicite si elle avait été placée 15 minutes plus tôt, un peu plus mystérieuse, un peu plus brumeuse et donc un peu plus impactante. Franchement, moi je trouve ça touchant, vraiment. Et c'est pour ça que The Fountain m'a tant marqué. So what do you think? About? That idea. Death as an act of creation. Cet aspect un peu étudiant de fac sans moyens, qui veut faire son 2001, l'Odyssée de l'espace, mais qui en a pas les moyens, qu'il fait sans prétention avec les 3 € qu'il a en poche et avec son regard sur des thématiques essentielles et universelles et très définies, moi j'adhère en fait. En vrai j'adore ça quoi. Et en vrai attention, parce que je parle d'un film d'étudiant de fac, si un étudiant de fac me balance The Fountain, je deviens fou parce que quand même, pardon, mais ça reste un film. Il est touchant dans son imperfection, mais quand il décide d'être maîtrisé et quand il décide de te balancer des séquences mémorables, il y a des séquences dans The Fountain, elles sont majestueuses en vrai. Ça donne quand même des sacrées séquences. Quand je parle de poèmes bercés par la musique de Clint Mansell, c'est vraiment ça. C'est un film qui est plein de poésie, c'est un film qui ne ressemble à rien de connu, et à rien d'autre en fait. Il n'y a aucun film qui ressemble à The Fountain. Et rien que pour ça, The Fountain, pour moi, c'est un film précieux. Lui reprocher de pas être explicite, ce serait comme reprocher en fait à Tree of Life de nous caler 25 minutes de création de l'univers sur des images magnifiques de Terrence Malick. Ce serait comme reprocher à Gaspard Noé de faire une intro de 30 minutes de danse dans Climax. En fait, ce serait refuser à un cinéaste le droit de donner une forme volontairement décousue et brouillonne à son film, de lui donner une forme de poème visuel sans forcément de logique narrative, et c'est pour moi un choix artistique fort, et c'est ce qui fait de la plus grande force de The Fountain en fait. C'est ce qui en fait un film si mémorable pour moi. Et c'est ce qu'on a voulu refuser et reprocher à Aronofsky, et c'est ce qui fait de The Fountain, selon moi, un des films les plus sous-estimés des années 2000.